L'éducation familiale est introduite dans le Québec en 1882. Les Ursulines, dignes des pionnières de l'éducation au Canada, fondèrent à Roberval notre première école ménagère. Les filles de Marguerite Bourgeois, ressuscitant des traditions pédagogiques 3 fois séculaires dans leur communauté, ouvrirent en 1900 la célèbre école classico-ménagère de Saint-Pascal. Plusieurs autres communautés entrèrent à leur tour dans la croisade. Un peu partout, on vit surgir des écoles spacieuses, modernes, magnifiquement aménagées. À partir de 1937, à la demande du cardinal Villeneuve, le gouvernement lança une campagne. Des propagandistes furent nommés, des octrois offerts. En peu d'années, le nombre des instituts passa de 16 à 44 et celui des élèves de 230 à 1500. Cet épanouissement rapide s'accompagna de transformations pédagogiques. En 15 ans, 10 congrès d'éducation familiale furent tenus. On y étudia âprement les modifications à introduire pour assurer une préparation intégrale de la femme à son rôle familial. Comme ce rôle est surtout d'ordre spirituel, la formation religieuse, la psychologie et la pédagogie familiale prirent place au premier plan. L'étude de la langue maternelle et de la littérature française retiennent aussi longuement l'attention des responsables. L'addition de ces disciplines de culture fit porter le cours de 2 années à 4. Car il ne fallait pas sacrifier pour autant la préparation aux nobles travaux domestiques. Une maman à la page doit être habile en 100 métiers divers. Les spécialistes apportèrent un soin religieux à la mise au point parfaite de tous les travaux de base, cuisine, couture, tricot et le reste. La multiplication des écoles posait un problème, la formation adéquate du personnel. En 1942, un institut de pédagogie familiale fut fondé à Outremont. Religieuses et jeunes filles y fraternisent. L'Institut décerne le baccalauréat en pédagogie familiale. Un personnel compétent, formé de laïcs, de religieux et de religieuses, y dispense un haut enseignement où la religion, la psychologie appliquée, la philosophie, la littérature, l'histoire, les sciences occupent le rang qui leur revient dans un programme de culture bien équilibré. La chimie alimentaire a droit à un traitement de faveur. Les élèves y font des découvertes qui les enrichissent et les enchantent. Tous les problèmes étudiés en congrès sont soumis à l'approbation d'une commission d'éducation familiale présidée par le surintendant de l'instruction publique. Les membres prennent connaissance des rapports, des additions ou des modifications proposées. Tout est soigneusement pesé avant d'être présenté à l'autorité suprême en éducation, le Comité catholique de l'instruction publique. Après une élaboration prudente, contrôlée par des enquêtes minutieuses, le programme actuel des instituts familiaux semble bien au point. Les disciplines de formation générale occupent plus de la moitié de leur dos. Les travaux manuels, préparés et éclairés par des cours théoriques, par des principes généraux, par des directives particulières, ont une valeur éducative incontestable. Ils sont indispensables à une culture intégrale réaliste. Les instituts familiaux peuvent affirmer qu'ils forment une élite féminine capable de servir, défendre et améliorer la vie familiale du Canada français sous la protection puissante et vigilante de mères aimables,
modèle, patronne et gardienne des instituts familiaux. L'institut familial accueille les jeunes filles après la 9e année du cours primaire. La cordialité et la camaraderie les attendent sur le seuil. On a voulu que pendant les 4 années de leur étude, l'institut familial soit, autant qu'une école, un grand foyer. Les instituts familiaux ne sont pas surtout des ateliers de travaux manuels. Le programme comprend cours théoriques et pratiques dans une proportion équilibrée. Comme il convient, la religion, la liturgie familiale et la spiritualité féminine forment la base de l'enseignement familial. La future maman doit être profondément chrétienne et elle doit pouvoir communiquer sa ferveur éclairée à tous les siens. Les cours de psychologie, de pédagogie familiale, de langue et de littérature française sont fort goûtés. Une très grande importance est accordée aux travaux de recherche et de lecture. Chaque institut possède une bibliothèque fort achalandée et bon nombre d'élèves ont leur propre collection d'ouvrages de lecture et de consultation. Les chiffres ont aussi droit de citer. La femme intendante devra savoir les manipuler pour assurer un contrôle efficace de l'économie familiale. Mais la science de l'homme demeure la connaissance la plus délicate et la plus nécessaire. Les cours de physiologie, d'anatomie révèlent l'admirable complexité du mécanisme humain. Les notions d'hygiène et de secourisme apportent un complément pratique aux connaissances acquises et constituent un entraînement précieux pour les imprévus de l'existence. Là où l'étude de l'être humain devient passionnante, c'est lorsqu'il s'agit des tout-petits, fragiles, délicats. À l'Institut familial, les étudiantes entendent parler de puériculture tout au long cours. Aussi est-ce une fête lorsqu'arrive pour elles le temps du stage de puériculture. Pensez-y, 10 jours entiers dans une crèche, à suivre des cours et à s'entraîner aux soins multiples que requiert le bébé, sous la direction compétente de religieuses, d'infirmières et de médecins. Toutes les élèves de 3e année doivent passer par cette expérience de vie, et elles en reviennent émues et enthousiasmées. Sans la connaissance des lois scientifiques, bien des phénomènes demeurent inexplicables dans la vie quotidienne du foyer. La chimie permet de mieux comprendre les lois de l'alimentation, des mélanges d'ingrédients, des dosages d'éléments nutritifs. Des cours de chimie adaptés à la vie familiale, des travaux de laboratoire, des manipulations diverses initient la future ménagère à bien des secrets utiles. Ainsi, une petite opération toute simple lui indique la teneur en gluten de diverses farines et détermine leur emploi. Riche en gluten pour le pain de ménage,
pauvre en gluten pour la pâtisserie. Les cuisines des instituts familiaux deviennent des laboratoires où se déroulent de passionnantes expériences. Et le creuset est un beau fourneau qui, au lieu de séparer les atomes, fait fondre les maladresses des futurs cordons bleus. La pierre philosophale qu'on trouve ici, c'est le secret de la bonne cuisine. La physique apporte aussi à la future ménagère l'électricité, la mécanique élémentaire, l'action de la chaleur. Le foyer est un univers en miniature. Il faut presque des connaissances universelles pour y régner. En tête des cours pratiques viennent les nobles activités culinaires qu'il faut aborder les 5 sens en éveil. Une oreille entraînée saisit toute la différence entre ça bouillonne trop fort et ça mijote doucement. L'œil contrôle les étapes de la cuisson, vérifie la température, surveille tout de près et de loin, demeure constamment en alerte et fait rapidement de fréquentes inspections circulaires auxquelles rien n'échappe. Et un goût subtil, exercé, discerne les saveurs pour les harmoniser, les orchestrer. On ne se livre pas à l'art exigeant de la cuisine en suivant des recettes automatiques comme des opérations de laboratoire. Il faut y mettre de la personnalité, chercher les mariages de saveurs, les associations inattendues qui portent la marque de l'inédit. Au toucher, la ménagère experte reconnaît la farine forte en amidon parce qu'elle garde l'empreinte de la main. L'odorat, enfin, est cet auxiliaire très fiable qui sent que c'est juste à point. La bonne ménagère doit avant tout maîtriser parfaitement les opérations fondamentales de la cuisine ordinaire, la cuisine de tous les jours. Elle doit aussi s'initier aux méthodes un peu différentes de la cuisine de quantité, pierre d'achoppement de beaucoup de cordons bleus. La maîtresse de maison n'est pas seulement la maman nourricière de tous les siens. Il faut qu'elle puisse aussi les délire, à commencer par le nouveau-né, dont la layette doit être une œuvre de délicatesse et d'amour. Les petits garçons sont durs pour leur linge. La maman avisée sait tirer des habits du papa ou des aînés, des vêtements solides qui auront tout le chic du neuf. Ce bambin suit avec intérêt non dissimulé la confection d'un paletot dont les poches évidemment ne seront pas assez grandes pour loger tous ses trésors. Mais il ne suffit pas de savoir coudre. Une maman à la page doit également pouvoir confectionner des robes, des costumes, des habits. La prise des mesures et la coupe du tissu requièrent beaucoup de compétences et de minutie. Une distraction ou une erreur peut signifier la perte d'une pièce de drap. Il importe aussi d'éviter le gaspillage, de réduire au minimum les retailles. Vient ensuite l'essayage, qui ne va pas sans quelque appréhension. Mais les mesures ont été bien prises. La robe tombe bien et avec quelques retouches, tout sera parfait.
sera pas peu fier de parader sous l'œil appréciateur des compagnes. Un replisage est parfois une œuvre d'art, toujours une excellente pratique d'économie domestique, puisqu'il assure un service prolongé et dispense d'achats trop fréquents. Il faut bien aussi savoir entretenir le linge, laver, repasser, tout tenir propre et net. Les aiguilles à tricot font également partie de l'équipement d'une ménagère habile. Même à notre époque, le métier à tisser a sa place au foyer. L'artisanat familial fait partie des traditions canadiennes. Il importe de donner à nos jeunes filles le secret des fins tissus qu'on est très heureuse de porter. Les métiers modernes permettent la confection de pièces vraiment artistiques. Catalogues aux couleurs chatoyantes, articles de fantaisie, incrustations et le reste. Avec des chiffons, on peut aussi réussir de belles pièces décoratives. Ces tableaux, faits de retaille, ont belle allure. La maman est avant tout une éducatrice. Savoir et savoir-faire ne lui suffisent pas. Elle doit aussi pouvoir communiquer aux siens ce qu'elle connaît. De nombreux exercices de méthodologie entraînent les étudiantes à s'expliquer facilement, à exposer les problèmes avec ordre et clarté. Cette jeune fille et son assistante démontrent à un auditoire attentif comment on confectionne une salade de légumes et de quelle façon on prépare une pièce de viande pour la cuisson. Les exercices de méthodologie portent sur divers sujets et s'adressent à des auditoires variés. Les cours de religion reçoivent une attention spéciale. À l'Institut familial, les étudiantes savent que les succès scolaires ne sont pas l'indice unique, ni même principal de leur formation. Plus que les pourcentages d'examen, le bulletin de personnalité les préoccupe. Ce petit carton leur dit ce qu'on pense de leurs valeurs réelles, de leur féminité, sociabilité, débrouillardise, amour du travail et le reste. Sa remise donne lieu à de très utiles entretiens. Les élèves sont groupés par tirage au sort en petites familles où les aînés jouent le rôle de maman. On les entraîne ainsi au sens des responsabilités. Quand un membre de ces équipes familiales est à l'infirmerie, toute la famille vient lui rendre visite. La solidarité familiale est à la base de tout foyer heureux. Les mamans tiennent même des réunions d'études, sorte d'école des parents, où on discute de problèmes concrets, de cas survenus au cours de la semaine. Le samedi, chaque famille étudie en commun la messe du lendemain. Les familles s'entraînent à la vie sociale.
elles apprennent à bien se voir, à conduire aimablement une conversation, à discourir agréablement autour d'une table bien garnie. À tour de rôle, les familles organisent des soirées familiales. Le programme comporte des chants, des jeux de société, des mimes, des rondes de folklore. Heureux les foyers qui possèdent des mamans ou des grandes sœurs capables d'insuffler la joie et l'entrain. Mais jouer à la maman devient vraiment un jeu sérieux au cours du stage de maîtresse de maison. L'élève qui a la responsabilité du petit foyer pour une semaine entière doit voir elle-même à tout. Elle soumet son budget de la semaine à la religieuse responsable de ce secteur. Et elle reçoit une somme appropriée qui devra lui suffire pour toute la durée du stage. Son allocation hebdomadaire en main, elle va faire le marché avec un membre de sa famille, tout comme si elle était une maman pour vrai. Ses menus de la semaine ont été fixés dans les grandes lignes et elle sait ce qu'il lui faut acheter. Mais il s'agit de bien choisir et de ne pas payer trop cher. C'est le moment de voir dans quelle mesure les cours théoriques et les travaux de laboratoire ou d'atelier servent à quelque chose dans la vie pour vrai. Cette fois, il semble que la maman d'une semaine s'en soit bien tirée. La stagiaire de la semaine précédente a laissé un réfrigérateur vide et luisant comme un sous-neuf. Mais il ne se tend. Chaque chose à sa place. Les fruits, les légumes. La petite famille ne souffrira pas de la faim. Les convives seront bien servis à midi. Un bouilli qui est déjà tout un poème pour l'œil et pour l'odorat. Au cours de la semaine, la stagiaire doit préparer des repas de famille bourgeoise moyenne, tout en suivant les exigences de la diététique. 1 ou 2 repas spéciaux sont prévus pour habituer les élèves au service de table et aux réceptions. Que les invités soient des personnages intimidants, la maîtresse de maison préside quand même sans gêne au repas, surveille discrètement le service, essaie de son mieux d'alimenter la conversation. C'est le moment de se montrer simple, gentille, sans affectation. Elle ne peut compter sur les religieuses pour lui prêter main forte, car le petit foyer est son domaine exclusif. Les religieuses ont droit de regard, juste pour contrôler et apprécier, en fin de stage, le comportement de la maîtresse de maison et lui donner un rapport de sa semaine de service. Dans son petit foyer, la maîtresse de maison doit assurer aussi, en plus de la cuisine, bien d'autres travaux quotidiens. Ainsi, chaque semaine, le lavage est au programme du stage. La maman et son assistante doivent suivre les données des livres et les principes reçus en classe. Il existe des lois, même pour la lessive, et ces lois sont assez exigeantes. Il n'y a aucune technique d'ailleurs qui soit purement manuelle. L'esprit doit toujours avoir sa part. En somme, presque tout le programme ménager se retrouve condensé dans cette semaine de vie familiale pour vrai. Après la lessive, l'entretien du linge, le repassage, le replisage au besoin, occupe tous les moments libres de la petite maman et de sa grande-fille. Les 1001 travaux de la maison appellent le soir venu au sommeil réparateur dans de beaux draps frais bien tendus. Le proverbe dit « Comme on fait son lit, on se couche ». Le sens de l'économie, la valeur de l'esprit d'équipe sont développées dans les coopératives d'épargne gérées par les élèves. Elles trouvent dans l'administration de leurs biens un excellent exercice de formation personnelle et de préparation aux problèmes concrets de la vie.
L'éducation familiale chrétienne ne limite pas ses horizons aux 4 murs du foyer. Elle développe le sens des autres, le service du prochain. Ainsi, chaque année, les étudiantes ont à préparer des vêtements pour les pauvres. Elles mettent leurs mains et leur cœur au service des déshérités et découvrent les joies de don de soi. À l'occasion de la Noël, on organise des visites dans les foyers indigents. Il faut voir l'entrain et la générosité qu'apportent les jeunes filles au transport des paquets. La même joie, la même charité préside à la distribution. Et ce sera émouvant de voir les grands yeux éblouis des mamans et des petits à mesure que les cadeaux sortent de leur emballage attrayant. Cette tournée des taudis fait toucher du doigt des misères que les heureux ne soupçonnent même pas et éveille le sens de l'amour évangélique des miséreux. Tout ce qui, d'une façon ou de l'autre, développe la personnalité, trouve place dans la vie de l'Institut. Le journalisme est une précieuse école de formation. Plus de la moitié des instituts familiaux possèdent leur journal, rédigé et imprimé par un comité spécial. Ces feuilles étudiantes, sornes de dessins, mêlent agréablement la fantaisie au sérieux et constituent un lien précieux avec les anciennes. Pour réagir contre la mollesse et le manque de féminité, on insiste sur la cure physique quotidienne, les exercices de respiration en plein air, la gymnastique rythmée. La santé, l'équilibre des nerfs, la coloration agréable du visage y trouvent leur profit. L'élégance et la distinction aussi, ce qui n'est pas un luxe superflu. Il est bon de rappeler aux jeunes filles que la grâce et la distinction des manières sont un de leurs précieux attributs dans la vie. La diction et les jeux dramatiques entraînent à l'aisance, à la parole publique, et du même coup familiarisent les élèves avec les meilleurs écrivains de la littérature française et canadienne. Les autorités attachent une grande importance aux jeux de plein air. Les cours de récréation sont vastes et pourvus de beaux équipements. Les jeux extérieurs détendent les muscles, activent la circulation, entraînent à l'action rapide et précise. Ils développent aussi la maîtrise de soi, le sens de l'équipe et l'esprit sportif pris dans sa meilleure acceptation. En regardant jouer leurs élèves, les maîtresses voient les personnalités sans leur masque conventionnel. Peu de l'action, on se révèle tel qu'on est. Découverte précieuse pour les éducatrices désireuses de comprendre leurs élèves et de les connaître sous leur vrai jour, pour leur faire plus de bien. Ainsi, tout concourt à préparer la femme de demain à sa mission familiale et sociale. Un ensemble harmonieux de disciplines développe intégralement sa personnalité, équilibre les forces qui sont en elle, force intellectuelle, aptitude physique, richesse morale. Ainsi développée et cultivée, la jeune fille sera prête à s'engager dans la voie que la Providence lui destine. Daigne Marie, Mère aimable, la bénir et la protéger.
Dans la vie, nous retrouvons les anciennes élèves de nos instituts familiaux partout où l'action féminine peut s'exercer dans sa plénitude. Au foyer d'abord, où elles se sentent à l'aise, pleinement maîtresses des multiples charges spirituelles et matérielles qui incombent à la maman. Elles sont surtout heureuses avec les enfants, qu'elles comprennent, qu'elles aiment, et dont elles viennent facilement à bout, au grand soulagement du mari, moins préparé par ses études ou diverses fonctions familiales. Plusieurs ont choisi la meilleure part. Chaque année, une centaine d'élèves des instituts familiaux entrent en religion pour se donner aux activités supérieures d'une maternité spirituelle. Le soin des malades compte parmi les œuvres où la femme excelle naturellement. La mission d'infirmière attire beaucoup de jeunes diplômés des instituts familiaux. Un grand nombre choisissent l'apostolat de la propagande familiale. Quelques-unes se donnent à l'éducation familiale dans les écoles de rang. Elles vont d'une école à l'autre, dispenser aux jeunes filles l'enseignement du programme ménager, imposé à toutes les classes du cours primaire, soulageant d'autant les dévouées institutrices si occupées par leurs classes mixtes à divisions multiples. Les commissions scolaires urbaines emploient aussi beaucoup de diplômés d'instituts familiaux pour les cours ménagers dont l'importance apparaît de plus en plus capitale dans l'école et tous les collèges de jeunes filles. Un autre champ d'action très riche, les cours postscholaires offerts aux jeunes filles et aux femmes mariées qui désirent se perfectionner dans les diverses disciplines familiales. Ces cours, donnés par une centaine de professeurs itinérants, connaissent une grande vogue et sont suivis chaque année par plus de 35 000 dames et jeunes filles. Parmi les jeunes filles qui ont le plus grand besoin de cours ménagers, il faut compter les employés d'usine. Un bon nombre d'entre elles ont commencé à travailler dès la sortie de l'école, et elles sont totalement ignorantes des tâches même les plus élémentaires de la maison. C'est un véritable apostolat social que de leur donner l'amour et le sens des travaux domestiques. Certains directeurs d'usine l'ont compris, et ils ont aménagé des locaux et engagent des professeurs pour préparer leurs employés à leur mission familiale. Heureuses celles qui bénéficient de tels avantages. Elles les apprécieront pleinement lorsqu'elles se trouveront investies des responsabilités multiples d'épouse, de maman et de maîtresse de maison. Bénis, ô mères aimables, ceux qui font aimer le sanctuaire qu'est le foyer vraiment chrétien.